Lors de cette conférence, j'ai parlé d'une administration fiscale non performante. J'ai entendu des autorités de l'administration fiscale monter sur leurs grands chevaux. Je précise que je ne parle pas des gens des impôts, à qui je rends un hommage ici, qui travaillent bien dans des conditions difficiles et qui font, justement, et qui font un résultat. Je parle de la vision et de la politique fiscale. Quand vous examinez la structure fiscale au Sénégal, vous savez, on a fait tout un tintamarre récemment sur l'atteinte d'objectifs autour de 3022 milliards. Et les recettes fiscales font 1700 milliards. Quand vous examinez la structure de ces recettes fiscales-là, vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses qui vont nous permettre de répondre à votre question. La première chose, c'est que la plus grande part, 1300 milliards quasiment, représente la TVA, donc de l'imposition indirecte. Ce qui traduit un schéma économique d'ailleurs introverti parce que nous dépendons beaucoup plus de l'importation et des taxes à l'intérieur. Quand vous regardez la structure fiscale des pays développés, vous allez avoir du 50-50 ou même peut-être un peu plus pour les impôts directs, les impôts sur le revenu. Ensuite, à l'intérieur des impôts sur le revenu, vous vous rendez compte que les salariés payent beaucoup plus parce que vous avez 306 milliards d'impôts sur les revenus et seulement 200 milliards d'impôts sur les sociétés. J'ai entendu un patron, Beydi Agne, je crois, dire devant le ministre des Finances que le patronat supporte tout, que c'est sur 1700 000. Mais c'est tout à fait erroné. En réalité, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise foi. Les impôts indirects que les entreprises collectent et reversent, le mécanisme de la TVA, c'est que sur les ventes, vous collectez de la TVA et vous déduisez la TVA que vous avez supportée et la différence, vous la payez, vous la reversez. Sur ces impôts indirects-là, il est évident que c'est le consommateur final qui supporte la TVA. Donc vous et moi, ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise n'a qu'une charge administrative de collecter et de reverser, mais elle ne supporte pas. Donc, et ça fait 1300 milliards, je vous dis. Et si vous allez sur les impôts directs, je vous dis que les impôts directs, c'est 306 milliards, dont les 90% sont constitués par les impôts retenus à la source. Si vous prenez les impôts retenus à la source, ici, et les impôts retenus au niveau de la TVA, qui ne reflètent pas un très gros effort de service en réalité, vous vous rendez compte que nous avons un système fiscal qui n'est pas très performant, qui fiscalise beaucoup plus le revenu, et le petit revenu malheureusement, que le capital, le revenu dans l'impôt sur le revenu et dans la consommation, parce que le petit salarié, il consomme tout son revenu et il supporte la TVA sur tout ça. Il ne peut pas épargner. Or, le capital, il est imposé à 30%, le taux de l'IS maintenant qui a été relevé à 30%, avec une capacité de fraude que vous n'avez pas, vous, en tant que salarié, quand on vous précompte à la source. Et autant d'éléments qui font que nous avons assis le constat que le système fiscal reste à être performant. Nous ne fiscalisons pas suffisamment le secteur dit informel, que ce soit le commerce ou l'immobilier. Nous avons des niches fiscales extraordinaires contenues même dans le Code général des impôts avec les exonérations. Et enfin, maintenant, et c'est là où j'avais abordé d'ailleurs la question des députés, nous avons les mauvaises pratiques administratives qui plombent le système. Vous avez entendu la sortie du syndicat des impôts sur les amnisties fiscales, où un ministre peut se permettre d'amnistier des entreprises multinationales extrêmement solvables qui ont fraudé, et quelquefois sur des cas extrêmement graves. Vous croyez que lorsqu'une entreprise retient de l'impôt sur le revenu ou de la TVA et n'en reverse pas, est-ce que cette entreprise-là peut bénéficier d'une amnistie fiscale? Ça, c'est un délit passible de poursuite pénale. De façon et globale. C'est tout cet ensemble-là qui fait que, au-delà de l'autosatisfaction, nous avons un problème avec notre système fiscal. Et c'est au niveau du management qu'il faut réorienter les choses. Je ne parle pas de l'agent des impôts qui fait son travail, mais qui a besoin d'être réorienté vers un autre type de... Mauvaise politique fiscale, on peut le dire, mais en déduction de tout ce que vous avez dit, on peut dire que la charge fiscale n'est pas bien répartie ou n'est pas répartie de façon équitable. Évidemment, c'était ça l'objectif un peu de la conférence. Et nous l'avions démontré avec des chiffres à l'appui, aussi bien en partant de la loi de finances 2016 qu'en analysant la structure fiscale telle qu'elle ressort du Code général des impôts, le dernier notamment de décembre 2012, nous l'avons suffisamment démontré. Maintenant, après, il y a un travail à faire. Ça n'occulte pas les efforts qui sont déjà faits. Le débat n'est pas personnalisé. Tout à fait. C'est une réflexion que nous lançons. Que vous lancez. Justement, vous venez donc de boucler les journées de l'impôt qui se sont tenues à Thiès. On a beaucoup parlé de sensibilisation et d'organisation. Est-ce que la situation est si préoccupante
qu'on veuille insister sur l'organisation et la sensibilisation? Oui, je crois que dans tous les cas, surtout dans nos pays, même si la situation était au vert, il faut sensibiliser et informer. Vous savez, l'impôt est le premier lien de citoyenneté. L'impôt doit être au cœur du débat public. Et il est heureux aujourd'hui que de plus en plus ça se fait, parce que ce qu'on a en commun, nous tous, et qui traduit le mieux le commun vouloir de vivre ensemble, c'est l'impôt. Comment Gaston Diès l'a défini? C'est un prélèvement obligatoire par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie, et selon la capacité contributive de chacun, en vue de financer les charges publiques. C'est ça l'impôt. Et pour cela, il faut quand même élargir l'assiette fiscale. Il faut élargir, c'est-à-dire, il faut que maintenant, dans cette définition, il y a un certain nombre d'éléments importants, parmi lesquels la justice fiscale. Et la justice fiscale, il peut s'organiser sous plusieurs formes. Vous savez, quand on a parlé du cas des députés, il y a plusieurs niveaux. Moi, je me suis limité au fait que l'impôt n'a pas été reversé. Est-ce qu'il a été, vous avez prélevé? Posé des questions. Mais il y a des débats beaucoup plus profonds qu'il faut poser, même entre tous ceux qui sont titulaires de revenus, que ce soit moi, vous ou le député. Vous savez, d'ailleurs, je n'ai pas révélé grand-chose parce qu'un de vos confrères, un certain Bachir Fofana... Vous avez encore des choses à révéler? Oui, j'ai dit, non, nous n'avons rien révélé. Moi, je n'ai pas commencé les révélations. Heureusement, j'ai repris. Un de vos collègues qui s'appelle Bachir, confrère du moins, Bachir Fofana, avait déjà en 2012 fait un article sur l'imposition des députés où il nous révélait de manière ahurissante que même si c'était fait correctement, le député ne consent qu'un impôt de 5 000 et quelques francs. Parce qu'il y a un système. C'est epsilon, comme on dit. C'est epsilon. Et si même c'est petit 5 000, parce que le reste, c'est la cotisation retraite parlementaire qui fait 30 et quelques mille. Mais même si ce petit montant-là est insignifiant, on ne peut pas nous le reverser. Et je ne vois pas en quoi est-ce que le dénoncé doit émouvoir les gens. Nous allons quitter les questions de fiscalité pour parler de questions